Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire et star du trail et de l'ultra-trail, Anne-Lise Rousset-Séguré. Bonjour Anne-Lise. Bonjour à tous. Anne-Lise, tu es diplômée de Toulouse en 2013 et après un parcours dans différentes cliniques mixtes, tu es aujourd'hui associée dans une clinique mixte également, la clinique du Salève en Haute-Savoie. Tu es également maman d'un petit Faustin de 2 ans et femme de, attention, pas n'importe qui, car il s'agit également de ton entraîneur sportif Adrien Séguré. Tu as d'ailleurs un sacré palmarès sportif derrière toi déjà. On va en citer quelques-uns. Championne de France de trail long en 2023, première au CCC UTMB en 2014. Je précise qu'il s'agit d'un trail de 100 km et plus de 6000 de dénivelé positif. Tu es également deuxième aux courses Grand Raid de la Réunion 2022, la Diag des Fous, 160 km et plus de 10 000 km de dénivelé positif. Aussi deuxième au Hard Rock 100, comme on dit, car c'est aux USA que ça se déroule en 2023 avec 150 km. Et j'ai pas la ref pour le dénivelé positif, c'était 6000, plus de 6000 dénivelés positifs, c'est ça? C'était plus 11 000. 11 000, voilà. Nous voilà corrigés. Et ensuite, deuxième aussi, Skyrunner World Series 2016-2019 et quatrième championnat du monde. Évidemment, il y en a plein d'autres. Et il y en a un que je n'ai pas encore cité, c'est évidemment l'accomplissement pour lequel tu l'as plus médiatisé, je pense, aujourd'hui, qui est le record féminin du DSGR20 en Corse, pour ceux qui ne connaissent pas, en 35 heures et 50 minutes. Course que tu as entrepris d'ailleurs moins d'un an après la naissance de ton petit Faustin. Donc plein de choses à se raconter. Moi-même, bébé traileuse, j'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir via différents films dont on parlera sûrement. Et on mettra bien sûr les liens dans le synopsis. Je suis vraiment ravie donc de te découvrir davantage via ce podcast et de pouvoir le partager à nos nombreux auditeurs. Est-ce que tu es prête? Oui, c'est parti. Alors, première question qu'on posait évidemment à tous nos podcastés. Pourquoi vétérinaire? Alors, pourquoi vétérinaire? Je pense que c'est une question qui a souvent une réponse assez similaire pour beaucoup de monde. Déjà, bien sûr, parce que je suis née dans un milieu rural, de campagne. Mes parents n'étaient pas éleveurs, mais mon oncle, et c'est vrai que j'allais beaucoup à la ferme aussi. À ce moment-là, je faisais du cheval, comme beaucoup de petites filles aussi. Et très tôt, en fait, j'ai été très attirée pour travailler avec les animaux dans le milieu véto. Et alors à mon époque, ça me rajeunit pas, mais c'est vrai qu'on n'avait pas les stages de 3e réellement structurés. Donc je suivais mon voisin qui est vétérinaire, avec qui je faisais du cheval aussi avec sa femme. Et c'est en fait Olivier Sala qui maintenant est quand même assez reconnu dans le milieu véto, mais ça je ne le savais pas à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il me prenait beaucoup à Saint-Flour, il m'emmenait voilà dans les exploitations, je le suivais assez souvent. Et clairement, entre ce côté, cette attraction pour le métier avec les animaux et le fait de l'avoir suivi, c'était une évidence pour moi et voilà, je voulais faire vétérinaire déjà toute petite. Et c'était une évidence déjà pour toi à l'époque de faire de la rurale ou du moins de la mixte? C'était clairement, ouais. Pour moi, c'est tout bête, mais j'avais des chiens et des chats à la maison. Mais pour moi, le métier de vétérinaire, c'était soigner les vaches, les chevaux. Et j'avais pas trop conscience du travail en clientèle vraiment canine en fait à l'époque.
Et je l'ai découvert assez tardivement, vraiment la clientèle canine pure. Je l'ai découvert à l'école, quoi. Pour moi, c'était vraiment le veto avec ses bottes qui allait en forme. Et tu ne t'es jamais dit que c'était un métier dur, ou on t'a jamais susurré que peut-être pour une femme, et une petite femme d'ailleurs, parce que c'est un petit modèle que les gens auront l'occasion de découvrir si on va voir tes vidéos. Ça, c'est jamais quelque chose qui a été évoqué. Alors, j'en avais conscience et j'ai toujours conscience de mon gabarit et de mes limites physiques, parce que clairement, quand on fait de la rurale, il y a des fois des côtés un peu agaçants d'ailleurs, parce que quand c'est juste des centimètres de doigts qui manquent, ça peut poser problème. J'en ai toujours eu conscience. Maintenant, ça me freine pas. Et c'est vrai que dans différentes clientèles, notamment à Saint-Flour, qui au début, les filles commençaient à travailler, mais ça a été un monde un peu, ouais, il a fallu du temps pour que les femmes travaillent en rural à Saint-Flour. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, déjà, il y avait Claire, il y avait plusieurs vétos qui étaient passés avant moi. Et du coup, je n'avais pas vraiment de pudeur par rapport à ça, de complexe. Enfin, voilà, j'avais conscience que mon gabarit pouvait me poser problème. Quand je répondais la nuit, que les éleveurs ils ne savaient pas qui j'étais et que je disais c'est moi qui vais venir pour le village, ça pouvait leur poser un peu souci à la petite voix. Et quand ils me voyaient arriver, je pense qu'ils commençaient à se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Mais ouais, le milieu véto évolue, le milieu rural évolue. Il y a de plus en plus d'éleveurs aussi femmes, et je trouve qu'il faut pas trop avoir peur et pas trop avoir de complexe par rapport à ça. Après, effectivement, il y a des choses qui sont plus dures pour nous, mais ça me freine pas, et c'est comme ça. Et j'aime bien en fait, c'est l'idée que même des petits gabarits peuvent se débrouiller en rural. Bon, super. Alors, une question qui m'est venue également, c'est alors sportive ou trailleuse avant l'envie de devenir véto, ou vice versa? Alors, pareil, dans ma famille, on n'est pas vraiment sportif. En tout cas, je pense qu'on est toujours à l'extérieur. Mon papa est tout le temps dehors et toujours à bouger dans tous les sens. Mais on n'a pas cette culture du sport et du sport de haut niveau. Donc ça, c'est sûr. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé courir, et je courais déjà, voilà, petite. C'était mes profs de sport qui m'ont aussi beaucoup sollicité, qui m'ont permis de découvrir la course à pied et qui m'ont clairement donné l'envie de courir. Mais j'avais pas conscience de ce que pouvait être le sport de haut niveau, de ce que pouvait être voilà, quand j'ai eu la chance d'être appelée en équipe de France, pour moi c'était très très abstrait tout ça, et que ça avait pas la valeur que c'est devenu maintenant, et j'avais pas conscience de ce que ça pouvait représenter. Donc à la base, oui, j'aimais courir, je courais, mais devenir coureuse, athlète, c'était quelque chose qui était pas vraiment dans mon éducation et dans ma culture à la base. Tu as été appelée en quelle année à l'équipe de France? J'ai eu un appel alors ça devait être en 2015. Oui, c'était 2015. Je me rappelle, j'étais au boulot, je partais, je me rappelle vraiment exactement la circonstance. J'appartais faire des vaccins sur des chevaux, et j'ai un monsieur, c'était Philippe Propage qui m'appelle, et qui me dit voilà, ça serait chouette que tu viennes faire le stage et avec l'équipe de France. Du coup, je rappelle Adrien dans la foulée, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? Adrien, son père en fait est cavalier pro et a été longtemps en équipe de France en équitation en complet. Donc pour lui il a fait STAPS, il est très compétiteur, et pour lui le maillot a une grosse importance, même bien sûr encore plus depuis depuis quelques temps maintenant. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout conscience de ce que ça pouvait représenter, et cet appel pour moi était je n'avais pas conscience de l'ampleur de cet appel. Alors je fais marche arrière quelques années. Comment se sont passées tes études? Alors assez classiquement, j'ai fait la prépa. Donc j'ai fait ma prépa à Clermont-Ferrand. J'ai eu la chance de le faire en 2 ans. Non. Après, comme tout le monde, là pour le coup, le sport était totalement entre parenthèses. Je courais juste pour me défouler un peu, mais j'avais vraiment, je faisais rien du tout à ce moment-là. Et justement après, j'ai intégré Toulouse, et c'est tout bête, mais juste après l'accueil, en fait, il y avait les troisièmes, les docs qui viennent me voir et qui me disent tiens, il y a un club, on a un club raid où on court, si tu veux venir. Et du coup, j'étais toute motivée à fond, et c'est comme ça que
que j'ai commencé à courir à l'école. Donc voilà, j'ai commencé à courir à côté de mes études véto à Toulouse, où je me suis régalée, hein, comme je pense beaucoup d'étudiants. Ces 5 années d'école étaient trop chouettes. Et puis voilà, et ça a commencé du coup à courir un peu plus. Et puis après, j'ai rencontré Adrien qui du coup m'a un peu dévié aussi de l'exclusivité vétérinaire et qui m'a vraiment qui m'a mis plus le pied à l'étrier dans le course à pied. Mais mes études se sont super bien passées avec une dernière année en rural comme je le souhaitais aussi au début. Donc c'est resté assez classique et beaucoup de bonheur à l'école. Tu connaissais d'autres étudiants athlètes sérieux à l'époque pendant tes études? Alors, je courais avec Marie-Astrid, qui est ma copine de copromo, avec qui on faisait les raids. Mais après, non, c'était que du loisir, quoi. Et clairement, même à ce moment-là, avec Marie, on n'était pas du tout dans l'optique de compétition. Mais j'avais pas de référence, on va dire, de vétérinaire coureur à ce moment-là. Je challengeais un peu les dogs qui couraient et ça, c'était chouette. Mais j'avais pas du tout d'ambition de compétition j'avais pas forcément de modèle véto qui courait à côté. C'est après plus que j'ai découvert que on pouvait courir en faisant véto, mais c'est vrai que à ce moment-là, j'étais plus concentrée aussi sur devenir vétérinaire et courir à côté, mais c'est loin de moi d'imaginer que derrière j'allais pouvoir concilier les deux et faire ce que j'ai pu faire en course à pied, quoi. Très clair. Du coup, je déduis que devenir athlète professionnel pour toi, c'était pas un objectif en soi, c'est une transition qui s'est fait de manière assez naturelle et progressive. Ouais, alors c'est un peu de mal même à dire que je suis athlète pro parce qu'en soi c'est pas vraiment ça. Alors c'est vrai que maintenant c'est pas vraiment de la rémunération, mais ça m'a permis d'avoir aussi des sponsors où j'ai une certaine rémunération via cette pratique sportive, mais c'est vrai que j'aurais jamais imaginé ça et j'ai toujours essayé, j'ai eu des opportunités où des sponsors m'ont un peu incité, surtout que ça s'est développé maintenant. Vraiment, les partenariats sont de plus en plus conséquents et sont de plus en plus intéressants. Et clairement, il y a de la professionnalisation maintenant qui, au début, n'était pas le cas, où c'était vraiment réservé à très 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 peu de monde dans le monde entier. En fait, en France, il devait y avoir 2 professionnels. Et pour moi, c'était absolument pas envisageable. Et ça fait quelques années où maintenant vraiment il y a des contrats qui permettent une professionnalisation, mais j'ai toujours refusé aussi et c'était par choix. Alors peut-être que c'est sûr, je suis limitée au niveau de ma pratique sportive, mais c'est clairement un choix parce que déjà j'aime mon métier. Maintenant je suis associée aussi et même à l'époque où j'étais pas encore associée, je voulais toujours garder ce compromis d'avoir ma vie professionnelle et ma vie perso à côté, et je voulais vraiment pas tomber dans l'exclusivité course à pied parce que je tiens aussi à garder entre guillemets les pieds sur terre aussi, où la course à pied ça durera pas longtemps, hein, faut pas se leurrer, hein, j'ai 35 ans, je sais très bien que je n'ai pas encore 10 ans devant moi et c'est très bien comme ça, et j'avais aussi envie de garder mon métier et ma passion et arriver à essayer de concilier les deux, même si c'est pas simple, c'est clairement un choix. J'imagine, et on va en parler. Est-ce que tu considères alors que tu combines 2 carrières, vétérinaire et athlète? C'est difficile à dire ça. Pour moi, je suis vétérinaire. Après, effectivement, il y a un peu des deux, quoi. Des fois on en rigole avec mes collègues, mais je sais que là, j'ai donné mon planning, on va dire de vacances, pour l'année prochaine, qui est tablé déjà jusqu'en octobre de l'année prochaine, et clairement c'est pour essayer, finalement c'est pas vraiment un planning de vacances, quoi, c'est que des échéances sportives à côté. Alors des fois j'ai mes collègues qui me disent mais en fait les vacances t'en as pas. Alors si, parce que bon, bien sûr c'est du bon temps et c'est pas que mais clairement c'est pour l'entraînement et pour les compétitions, quoi. Donc c'est un planning mixte, quoi, où mes vacances véto deviennent des on va dire du travail de trailer. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que faut combiner, quoi, mais ça se fait, hein. Écoute, tu vas nous expliquer. Comment est-ce qu'elle est vue cette double casquette alors par tes confrères, consoeurs et même par les clients? Alors j'ai eu longtemps beaucoup pas de pudeur, ou je voulais pas trop en parler, en fait, et clairement je voulais pas
ils savaient que je courais, mais ils savaient pas forcément que je courais non plus autant. Mais je voulais toujours essayer pas de le cacher, mais en tout cas que voilà, je devais travailler et que le trail ne devait pas empiéter sur mon travail. Donc assez longtemps, même s'ils le savaient, ça restait très dissocié. C'est vrai que depuis la Corse où ça a pris clairement une ampleur qui m'est totalement qui m'a échappé complètement, avec une médiatisation, c'est sûr que ça a été assez complexe à gérer, et heureusement d'ailleurs que mes proches, surtout Adrien, m'en a beaucoup préservé. Mais du coup, en étant préservé, en étant essayé de ne pas se rendre compte que de l'ampleur du truc, parce que clairement ça a été un peu démesuré pour moi. C'est là que oui, les clients certains clients ont commencé à m'en parler, et c'est vrai que là il y a eu un pas un peu où le monde du trail commençait à devenir aussi présent en fait à la clinique, quoi. Alors tous mes éleveurs le savent. J'ai un peu pareil, il y a eu un film donc de filmer qui m'ont demandé si on pouvait aller un peu chez les éleveurs, et c'est quelque chose qui me posait un peu problème au début en fait, où j'avais du mal à le demander, à les faire participer, parce que pour moi c'est assez distinct. Il y a ma vie de coureuse, il y a ma vie de véto, et c'est vrai que maintenant c'est un petit peu les deux sont clairement liés, quoi. Alors mes collègues, ouais, clairement c'est chouette parce ils m'encouragent, et puis ils sont vraiment chouettes parce qu'ils savent, et voilà, ils me permettent de le faire, et c'est vrai qu'on a une organisation à la clinique où je trouve par rapport à mes expériences que j'ai pu avoir avant, c'est le parfait compromis, je trouve. Voilà, c'est clair que j'arrive à m'entraîner, j'arrive à trouver du temps pour mes compètes, pour mes entraînements, donc il y a vraiment un respect et un encouragement par rapport à ça, et c'est plutôt bien vu. Après voilà, j'ai clairement conscience que si très concrètement, je m'entraîne beaucoup entre midi et 2, et quand il est midi et demi, que je suis encore sur une CESA ou que je suis encore chez un éleveur, l'entraînement je peux pas le faire, c'est comme ça, quoi. Et il faut que voilà, quand je suis au boulot, la priorité ça reste le boulot, et puis et j'essaye de me dépatouiller pour que je puisse faire aussi du trail à côté, mais j'essaye de garder vraiment mes priorités, en tout cas quand je suis au travail. Des fois c'est plus compliqué à accepter à la maison, parce qu'Adrien des fois il se casse la tête pour arriver à m'entraîner, et je saute les entraînements, mais voilà, je trouve qu'il y a un bon compromis, et c'est plutôt bien accueilli à la fois avec mes collègues, à la fois avec mes clients, quoi. Très chouette. Est-ce que tu penses qu'il y a des liens à faire entre le sport de haut niveau, évidemment pour ton cas plus particulièrement du trail, et le métier de véto? Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent s'apporter l'un l'autre? Je pense quelque part, ouais. Alors, il y a le côté un peu physique, c'est sûr, parce que mine de rien, quand on parlait de véto rural et voilà, du petit gabarit, avant-hier, j'ai fait une torsion, j'ai encore des courbatures, et même parce que je travaille pas assez le haut du corps et que ça fait mal. Clairement, il y a un côté physique à avoir, mais je pense que la course à pied, ça me fait acquérir, oui, à la fois une résistance physique, peut-être, ça c'est sûr. Il y a des choses des fois où je vais être un peu trop têtue, et aller, voilà, il faut que j'y arrive, parce que je me dis il faut y arriver physiquement, je vais pas lâcher quand même, voilà. parce que en ultra on lâche pas. Et puis il y a peut-être un côté mental peut-être aussi, où effectivement on est peut-être plus endurant aussi à cette des fois la lourdeur du travail, voilà, on a des gardes, c'est dur, mais c'est pas grave, il faut les faire. Enfin, peut-être oui qu'il y a un côté les deux permettent en tout cas d'accepter des fois des contraintes, des difficultés, quoi, que ce soit physique ou mental. Et je pense que les deux apportent, ouais, clairement. Une petite note à Adrien alors de faire un peu plus de renfo pour le haut du corps pour le prochain entraînement. Ouais, clairement, il me fait une petite prépa. Après, je pense que là où c'est débile, mais après, je pense que la mise en pratique est assez compliquée. Mais pour tous les vétos ruraux, si on pouvait s'échauffer avant d'attaquer une torsion, ça serait bien. Mais bon, dans le contexte, dire à l'éleveur, alors attends, là, je prends 5 minutes, un petit échauffement des bras, c'est pas forcément bien vu, je pense. Mais ça serait bien. Est-ce que comment ça se passe alors ton quotidien, une journée type? Tu disais que tu t'entraînais principalement entre midi et 2 du coup? Ouais, alors clairement, je travaille. J'ai un jour de repos fixe dans la semaine, c'est le mercredi. Sinon, on commence à 8h, on finit à 19h. Et aussi, particularité de la clinique du Salève, on arrive quand même à finir à midi à peu près. Alors des fois c'est midi et demi, mais je me donne la deadline à midi et demi, et je m'entraîne beaucoup entre midi et 2.
Donc c'est des entraînements, forcément qui ne dépassent guère 1 heure, mais le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est comme ça. Je fais des entraînements autour de la clinique, donc soit des petits footings, et puis le soir, je peux faire un peu de renfo. On a équipé la maison aussi pour pouvoir avoir une salle de muscu et pouvoir le faire à la maison pour pas perdre de temps le soir en rentrant du boulot. Et puis sinon, c'est du fractionné, c'est de l'intensité pour essayer de faire de la qualité avec un temps assez court, hein, pour pouvoir le faire la qualité en 1 heure. Et puis quand je suis pas de garde le week-end ou quand je travaille pas le samedi, j'ai mes week-ends pour pouvoir faire mes sorties longues et pouvoir faire des gros blocs de foncier. Mais globalement, c'est ça. Et en général, j'ai le lundi de repos sportif parce que c'est mon jour de garde aussi. Donc comme ça, ça me permet de pas sauter l'entraînement si je suis appelée entre midi et 2 ou le soir pour pouvoir sauter l'entraînement. Donc voilà, la semaine type, c'est lundi repos sportif pour arriver à faire la garde. Mercredi, c'est 1 heure entre midi et 2, souvent de la muscu le soir. Mercredi, c'est sortie longue. Jeudi, c'est entre midi et 2 et parfois le soir. Vendredi, c'est entre midi et 2. Et le week-end, je m'entraîne tout en conciliant aussi ma vie de famille à côté. Mais voilà, concrètement, c'est ça. Alors, pour ceux qui se disent ne pas réussir à faire du sport pendant leur boulot, à bon entendeur. D'ailleurs, ça m'amène sur une question. Tu parlais de repos parce que tu as la garde. Si tu as une nuit de merde, hein, on va dire clairement, où t'es, je sais pas, appelé plusieurs fois, voilà. Le lendemain, ton entraînement, tu le fais quand même, tu le sautes, comment ça se passe, des moments comme ça? Clairement, ça c'est la chance d'avoir mon entraîneur qui partage la nuit avec moi et qui du coup arrive à voir à peu près l'état le lendemain. C'est toute la complexité effectivement de notre travail avec ces astreintes. C'est un peu en fonction. Si vraiment la nuit a été très agitée, si j'avais une grosse séance le lendemain, je vais faire plutôt un footing, quoi, c'est clair. Et ça, c'est vrai qu'il y a Kadri qui peut le réadapter et c'est une chance de l'avoir comme entraîneur parce qu'il peut me gérer aussi à quotidien. Parce que sinon, c'est vrai que c'est assez difficilement compréhensible à un coach extérieur de dire écoute là en fait, je suis pas capable de faire mes 400 parce que j'en peux plus. Là au moins il me réadapte. Mais c'est vrai que c'est à tenir en compte parce que sinon c'est de la fatigue et puis on tient pas quoi. Donc il faut adapter aussi. Excellente transition d'ailleurs. Ton mari, également ton entraîneur. Comment ça se passe ça? D'ailleurs, à quel moment vous vous êtes dit tous les deux, est-ce que c'est lui qui a proposé? Est-ce que c'est comme une demande en mariage? Est-ce que tu veux bien être mon entraîneur? En fait, ça se fait naturellement parce que clairement, c'est Adrien. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiante, on faisait les raids à l'école Veto. On avait le club raid de l'école et on faisait les raids dans la région, quoi, autour de Toulouse. Et lui avait l'équipe Absolu Raid, qui était à l'époque une équipe assez reconnue où il faisait les coupes du monde de raid. Et donc on se retrouvait des fois sur des petits raids, des petits trucs sur 2 jours, enfin sur 1 ou 2 jours dans la région. Et c'est à ce moment-là où je le faisais avec des copains veto et lui cherchait une fille en fait dans leur équipe de raid multisport. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ, avant qu'on devienne mari et femme. On était copains et il a commencé du coup à me recruter comme ça, à me tester dans son équipe de raid. Et c'est lui en fait qui m'a entraînée naturellement. Et ça, de moi-même, j'aurais pas eu cette démarche en fait de chercher un coach parce qu'encore une fois, j'avais pas trop ça culturellement, j'avais pas forcément cette demande de moi-même quoi. Et c'est lui qui a commencé du coup à me faire découvrir vraiment le trail et à m'entraîner. Et il m'a vraiment entraînée. Ma première saison complète, c'était 2013. Et donc, c'est là où vraiment, lui, après, m'a fait mes plans d'entraînement quotidien. Et du coup, j'ai toujours eu Adri comme entraîneur. Et pour moi, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on partage. C'est clairement un projet à 2, à 3 même maintenant. Mais je l'envisage pas sans lui, quoi. Et même à un moment, il a voulu essayer de se soulager parce que je pense qu'il se met un peu de la pression aussi, et le fait que ce soit lui qui m'entraîne. Et ça ne marche pas. J'ai essayé d'être avec un entraîneur autre. Ça a duré 15 jours. Je lui ai dit, écoute, maintenant, si tu me reprends pas, j'arrête de courir, mais ça sert à rien de faire comme ça. Et parce que pour moi, c'était pas envisageable sans lui.
clairement, avec notre quotidien aussi, je pense que ça serait compliqué d'être entraîné par quelqu'un d'autre parce que c'est quand même un quotidien un peu particulier avec cette vie de veto. C'est quand même, c'est vrai, hein, on a un métier quand même un peu bizarre par rapport à ça. Et puis encore une fois, voilà, je l'envisage vraiment pas sans lui. Après, voilà, on parle pas entraînement matin, midi et soir. Je fais ce qu'il me met de faire. On passe par une application comme ça. J'ai le programme. Il sait très bien ce que j'ai à faire tous les jours. Mais voilà, on n'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas comme. Il y a pas d'obstacle à ça, quoi. On s'est jamais pris la tête par rapport à ça. Juste le seul truc, c'est vrai que il aime pas quand je saute une séance, quoi. Il y a des fois, j'ai pas le choix. Donc là, il va être peut-être un peu plus exigeant par rapport à ça. Mais sinon, pour moi, en tout cas, ça me pose aucun problème, cette relation de coach et de mari, quoi. Ça me va très bien. Ah, c'est chouette. Parce qu'il y a une scène qui est quand même assez mythique, hein, dans la vidéo sur GR20, où tu tractes ton mari. J'encourage les gens à aller voir. Tu tractes ton mari en courant. Il est à vélo, sur une montée, et t'as l'air quand même de souffrir. Il y a pas un moment où il te fait un entraînement, t'as envie de lui dire, mais non, mais ça va pas la tête, chose que tu te sentirais peut-être plus libre de dire parce que c'est ton mari. Je sais pas. Ben, c'est vrai qu'ils m'ont fait voir, hein. Il est assez, en plus, souvent, il aime bien tester les trucs aussi, lui ou moi. Donc, il me fait tester des fois des trucs, il a des idées un peu bizarres. Mais, ouais, c'est pas du fake, hein, du tout, du tout. Et c'est vrai qu'on l'a fait, cette séance, elle est affreuse. D'ailleurs, elle est très, très dure. Et ouais, après, c'est notre complicité aussi. Je sais que ça marche. Je sais que c'est dur des fois et qu'il peut être exigeant avec moi, hein. C'est clair que s'il y a des fois où je suis pas dans les temps, si on fait des séances de piste, je sais que ça lui plaît pas et moi j'aime pas quand ça lui plaît pas non plus. Mais ça, ouais, encore une fois, je sais qu'il est exigeant, je sais que c'est dur et que malheureusement c'est dur aussi pour arriver à essayer d'arriver à ces objectifs-là. Donc je lui fais confiance aussi. Donc non, on s'engueule pas, même après des séances comme ça, ça se passe bien. Très bien. Est-ce que c'est lui qui s'occupe aussi on parlait de la médiatisation, par exemple, du GR20, c'est lui qui s'occupe de toute cette partie réseaux sociaux, qui est devenue, je pense, tu le disais au début, hein, qui devient une partie de quand même importante aujourd'hui pour les athlètes. Quelle place ça peut prendre, ce genre de choses, pour toi, pour lui? Alors clairement, ouais, il me protège énormément par rapport à ça, mais en fait, voilà, c'est entre nous, mais maintenant, ça sera entre tous les vétos. Mais en tout cas, tous ceux qui... Mais c'est pas moi qui gère les réseaux sociaux. Et en fait, je les ai jamais, je sais pas faire une story, je n'ai jamais fait une publication de ma vie. Donc, c'est Adrien qui l'a fait pendant très longtemps et il a usurpé mon identité assez longtemps et il le fait encore. Et là, depuis le GR, on a un copain qui nous gère les réseaux sociaux. Ben, tout simplement parce qu'effectivement, maintenant, ça devient un métier. C'est ce qui est fou, hein, mais une partie communication, gérer des partenaires, gérer les réseaux, c'est devenu un métier. Donc là, maintenant, on l'a confié à un copain qui nous le fait. Nous, on gère tout ce qui est, enfin, lui, beaucoup, Adrien filtre beaucoup tout ce qui est messages et dès qu'il y a des messages perso, c'est moi qui réponds après derrière, mais c'est vrai que il m'aide beaucoup et encore une fois, il me protège aussi beaucoup de ça parce que c'est pas mon truc. Les réseaux, j'ai même pas Facebook ni Instagram sur mon téléphone, quoi. Donc ça va loin. Je suis assez sauvage par rapport à ça. Mais c'est vrai que je m'en coupe complètement et c'est très bien aussi pour ça aussi. Alors il y a un côté des fois un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent tu m'as beaucoup répondu. Ah oui. Mais je ne sais pas forcément voilà, c'est Adrien qui gère ça. Donc ça peut être des fois compliqué, mais bon, on s'y fait. Mais ça me protège beaucoup. Alors déjà clairement le temps, j'aurais pas le temps, j'ai pas le temps d'aller d'aller m'en occuper parce que je pense que ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. Et puis ça aussi ça me protège quelque part parce que il y a une sorte de pression quand il y a des objectifs, même si on essaye de ne pas être touché par ça. Mine de rien, ça peut me manger un peu quand même, et notamment quand il y a eu le GR, clairement, hein, si j'avais complètement coupé tous les réseaux parce que ça c'était quand même un gros projet, on y a mis beaucoup de nous-mêmes et beaucoup de temps et je voulais pas qu'en plus il y avait cette pression extérieure, je voulais vraiment pas en être affectée. Donc ça on avait complètement coupé.
Et c'est vrai que à l'approche d'un objectif, et c'est clair que si l'année prochaine, avec l'objectif UTMB, ça sera pareil, et même je vais vraiment essayer de me protéger au maximum. Et Adrien me protège beaucoup de ça. C'est lui qui gère donc ça, qui fait intermédiaire pour les réseaux. Et puis, c'est lui qui gère aussi tous mes partenaires à côté. Donc, mon principal partenaire, c'est Scott. Et après, j'ai d'autres partenaires aussi qui sont assez conséquents. Et c'est clairement lui qui gère tout ça. Déjà, parce que je sais pas me vendre et je serais incapable d'aller gérer des contrats. Et puis aussi, par manque de temps aussi, parce que c'est quelque chose que non seulement je ne sais pas faire, et en plus, j'aurais pas le temps de le faire, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aussi, c'est clairement un truc de nous deux, quoi. Et il y a pas que moi, parce que moi je cours en soi et c'est tout. Et après il fait tout le reste, quoi. Ouais, mais je peux imaginer que c'est une aide inestimable, ce genre de choses. Ah mais clairement. Je pourrais pas le faire de toute façon, et je pourrais pas remplir. Enfin, je serais même pas en recherche de partenaires, parce que je pourrais pas répondre à leur attente aussi de donnant, parce que c'est hyper chronophage, quoi. Note aux futurs athlètes qui nous écoutent, trouvez-vous un Adrien. C'est ça. Un coach, un manager, c'est ça. Un agent. C'est un agent. Voilà. Mon agent. Agent plus quand même. Hein. Alors j'ai cru comprendre aussi, Annelise, par mes lectures, mes visionnages, que ce qui te porte pendant tes trails, c'est pas forcément la compétition avec d'autres, mais plutôt, je pense, la compétition avec toi-même, mais surtout aussi le partage entre amis. Ça, c'est intrinsèque à toi. Ouais, clairement. Aussi, ce que je disais aussi au début, la compétition, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai d'éducation, quoi. Enfin, clairement, hein, mais d'ailleurs, mes parents avaient eu peur quand j'avais été en équipe de France. Ils avaient peur que je pense qu'à ça, que je devienne, qu'il y ait que ça qui compte et que je lâche tout à côté. Et c'est vrai que gagner pour gagner, ça me fait, c'est bête, mais ça me fait vraiment pas rêver, mais vraiment. C'est qu'on parlait de mes résultats au début, et quand j'ai gagné la CCC, par exemple, en 2014, j'en retiens vraiment pas une belle course, parce que en fait, je l'ai gagnée clairement parce que il y a Caroline Chavreau qui était en tête et qui a eu une pénalité à cause de ravitaillement qui était pas conforme au règlement, et du coup, elle a pris une pénalité, et en fait, elle a abandonné, et clairement, elle aurait gagné. Enfin, j'aurais pas dû gagner si elle avait pas pris cette pénalité. Donc voilà, j'en retiens pas une victoire. Pour le coup, elle a vraiment pas, elle a pas d'importance pour moi. Par contre, d'aller au bout, d'essayer d'avoir un objectif et de se tenir un objectif, ouais, je suis peut-être un peu perfectionniste. Enfin, en tout cas, j'essaye de donner tous les moyens que je peux et d'essayer de faire le max de ce que je peux. Et c'est ça que je trouve chouette dans ce sport-là. Et puis clairement, on a aussi un sport de partage. Alors ça, j'ai pu le découvrir pendant le GR20, où clairement ça a été une aventure sportive et humaine plus qu'intense et plus qu'incroyable. Et clairement, je pense que je revivrai jamais ça. Et c'est vrai que de pouvoir le faire à plusieurs, parce que le GR, c'est une aventure de groupe, de copains. Et sans eux, j'aurais jamais fait ces résultats-là, c'est clair. Et c'est vrai que sur le moment, c'est incroyable de partager des moments forts comme ça avec des amis, avec ses proches. Et en plus, ça donne des ailes, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à faire, à se transcender. Et c'est vrai que c'est un sport qui nous le permet, et c'est ce que je trouve encore plus chouette dans notre sport, quoi. C'est ton plus bel exploit pour toi, le GR20? Ouais, clairement, ouais. Ouais. J'aurais jamais pensé être capable de faire un truc pareil, et je referai jamais, je pense, un truc pareil, même préparé. Ça a été, j'ai été au plus loin de ce que j'ai pu faire, ça c'est sûr. J'ai donné le maximum de ce que je puisse donner, et ça a été, ça a été une aventure folle quand même. Ouais. À quel moment ça vous est venu cette idée? C'est venu, en fait, on a découvert la Corse pas tant de temps que ça avant, 2 ans avant la tentative de record. Et on est complètement tombé sous le charme de l'île, en fait, et du GR. C'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler. J'entendais parler de ce côté technique, de ce côté vraiment très montagne sur le GR20.
Et c'est en allant sur le GR et en le faisant la première fois qu'on se rend compte vraiment de la dimension du truc. Et c'est vrai que je suis vraiment tombée sur le charme de l'île, de ce GR. Et on l'a fait au début en 5 jours, on va dire comme ça, quoi. En rando course, on avait nos sacs, mais on faisait quand même un peu sportif, quoi. Bon, c'est déjà pas mal, hein. 5 jours. Et Adrien, qui est assez fan des statistiques et des chiffres, il commence à regarder un peu. Et puis c'est vrai qu'en le cumulant, on l'avait fait en 36 heures, après en dormant, en faisant plusieurs jours, mais en fait on l'avait fait en 36 heures. Puis on se dit quand même, ça pourrait être un chouette projet. Et puis moi je disais mais c'est démesuré, j'avais jamais fait plus de 100 bornes, pour moi c'était impossible d'aller faire un 170 km comme ça. Mais bon, l'idée me plaisait aussi et ça me paraissait assez incroyable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait aussi en tête d'avoir un petit bout à ce moment-là. Donc, on n'avait pas forcément de date butoir. Voilà, le projet numéro 1, c'était d'avoir Faustin. Et puis après, le GR, on savait pas trop quand est-ce qu'on allait le caler. Mais bon, Adri a commencé vraiment à creuser le truc, à aller chercher de plus en plus. On est allé voir nos amis corses aussi là-bas. On commençait à en parler. Et puis voilà. Et puis après, le projet est devenu un peu plus concret. Et puis bon, après, j'étais enceinte aussi. Donc, la grossesse est passée. Mais bon, on avait clairement ça en tête. Ouais. Mais c'est né franchement d'un coup de cœur sur ce GR-là, quoi, clairement. Et donc, le projet bébé, du coup, comment vous l'avez envisagé à l'époque, parce que c'est encore une profession en plus finalement, hein, maman. Elle est partagée cette fois. Eh ben, ouais. Après voilà, on a envie d'avoir un petit bébé. Et puis, mais c'est pas, en fait, c'est ça qui était chouette, c'est que j'ai eu une grossesse qui s'est passée incroyablement bien. Donc, je me suis tout de suite, voilà, j'ai pas voulu me dire bon ben c'est parce que t'es enceinte que t'arrêtes tout. Et j'avais vraiment envie d'essayer de concilier. Alors sans avoir, je voulais pas être en entraînement, je voulais pas mettre mon bébé non plus en risque. Donc j'avais arrêté tout ce qui était intensité et tout. Mais par contre, je voulais essayer de concilier les deux. Et c'est vrai qu'on s'est fait accompagner assez tôt d'une spécialiste en rééducation abdo-périnéale. Et du coup, tout de suite, elle m'a suivie pendant la grossesse, donc pour pas faire de bêtises. Mais c'est vrai que oui, j'ai quand même gardé une grosse activité physique pendant ma grossesse pour arriver à tout concilier. Mais bon, ça s'est fait assez naturellement et ça s'est très bien passé, quoi. Oui, finalement, il venait se greffer à l'aventure, pas du tout à la supplanter. Exactement, complètement. Il s'est totalement greffé. Donc super. Donc lui, il est arrivé et puis vous êtes dit bon, allez, c'est parti pour ce projet de GR20. On a attendu un petit peu, quelques mois quand même, 2 mois en gros, postpartum. Bon, j'ai repris. En fait, j'ai gardé vraiment une activité. Avant d'accoucher, j'étais sur le KV, quelques heures avant d'aller à l'hôpital, j'étais à la maternité, j'étais sur le KV de Chamonix. Donc c'est vrai que ça allait très très bien. Mais du coup, j'ai gardé une grosse activité physique pendant ma grossesse. J'avais vraiment beaucoup gardé de renfort. Et on était allé en Corse quand j'étais enceinte de 8 mois. Enfin bref. Et puis j'ai repris après l'accouchement, alors progressivement en essayant de faire attention, en respectant bien les consignes de ma kiné. Et puis en septembre, avant de reprendre le boulot, on s'est dit quand même on va quand même profiter de ce congé mat pour aller retourner en Corse. Et donc on y est retourné avec Faustin et puis bon, je commençais à recourir un peu et puis finalement quand même on est allé à Calenzane et puis à Calenzane bon, je suis quand même montée au premier col. Puis ça passait bien. Donc au début, je trottinais en montée, mais je descendais en marchant. Et puis après, il m'a posé à Ascot. Et puis le problème, quand on me pose à Ascot, il faut passer le cercle de la solitude et puis venir me rechercher que quand même quelques kilomètres après. Donc c'est ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai refait le GR 2 mois postpartum. Donc bon, c'est dit que finalement, ça allait pas si mal. Après, fallait quand même, j'étais pas encore prête, mais ça allait pas si mal que ça. Et c'est là qu'on est allé voir après Guillaume Perrette et Lambert Santelli. Donc on a vraiment dit plus concrètement, ça serait peut-être envisageable pour le printemps prochain, quoi, pour juin. Et puis finalement on est allé voir le président de la FFME qui est celui qui gère en fait les tentatives de record. Puis on lui a dit bon, avec le petit qui est avec 2 mois, on va le tenter pour juin. OK. Donc là, clairement, ils y ont pas vraiment cru. Même Lambert et Guillaume, ils se sont dit, ils sont complètement allumés, ceux-là. Et puis clairement,
que, en fait, ma grossesse, elle m'a vraiment servi et je pense que j'ai acquis une musculature et une force suite d'avoir porté, en fait, d'avoir pris du poids, d'avoir continué à pousser, en fait, avec le poids en plus. J'ai acquis une musculature que j'aurais jamais développée à un autre moment. Et finalement, même si c'était pas, bien sûr, dans ce but-là qu'on a eu mon petit, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et le fait d'avoir pu faire ça, d'avoir vraiment tout axé la préparation ensuite à la grossesse, objectif GR20, on l'a tellement focalisé là-dessus que finalement la prépa, elle a été géniale. Mais moi, j'y croyais pas non plus. Je pensais pas qu'11 mois postpartum ça pouvait passer. Et il y avait Kadri qui en était persuadé, mais ça a été quand même un sacré, ouais, c'était un gros culot quand même d'essayer de le faire comme ça, mais ça a marché. Et au final, je pense que ça la grossesse aura été hyper bénéfique en tout cas, je pense vraiment en fait. Et même ce que j'ai pu acquérir à ce moment-là, je l'ai même perdu. Enfin, ça a été énormément de bénéfiques en fait d'un point de vue musculaire que finalement j'aurais jamais acquis avant quoi. Donc quelque part c'était osé, mais c'était un pari qui était pas mal en fait. Et est-ce que tu crois que ça t'a apporté quelque chose mentalement aussi? Ou ça t'a changé quelque part, la grossesse, le fait de d'avoir un enfant? Il y a quand même un truc qui change, c'est que on accepte le truc qu'on n'a pas forcément en tête au début, mais on accepte moins bien de s'entraîner. Enfin, j'ai du mal à partir des heures sans Faustin. Et ça, c'est quelque chose qu'au début, on n'y pense pas, ce qui est bête, mais aller au travail, partir 12 heures sans le voir, c'est bête, mais c'est comme ça. Enfin, je l'accepte et je dois aller au travail, c'est comme ça. Par contre, partir 6-8 heures pour aller m'entraîner sur mon jour de repos et de pas être avec lui, c'est quelque chose que j'accepte pas et j'ai vraiment du mal. Et je pense que toutes les mamans se retrouvent après dans le même cas et c'est aussi pour ça que je pense que les filles vont peut-être moins vers de l'ultra, moins vers des sports d'endurance à cause de ce côté-là. C'est qu'on a du mal finalement à accepter de prendre du temps pour soi, un peu égoïstement pour aller s'entraîner, au détriment d'un petit bébé. Et c'est vrai que ça, j'ai un peu de mal à l'accepter. C'est là aussi qu'Adrien, il rentre beaucoup en jeu parce il me permet de le faire et il met dans les conditions qui me permettent de voir le plus possible Faustin, de pouvoir, d'essayer de concilier les deux. Mais c'est difficile à accepter. Et c'est pas forcément le manque de temps, le manque d'organisation. Bien sûr, c'est une autre organisation d'avoir un petit et il faut tout anticiper et on a moins de temps parce qu'il y a du temps à consacrer à lui et puis qu'il prend du temps. Mais il y a ce côté acceptation de prendre du temps pour soi au détriment du petit. Et ça, c'est presque ce qui est le plus difficile et c'est ce qui change le plus dans ma pratique sportive. Après, ça donne de la force aussi. C'est-à-dire que je me vois pas en Corse, c'était impensable d'abandonner, d'être il fallait aller jusqu'au bout et même encore par exemple la diagonale où j'ai été hyper mal, où la course ça a été un chemin de croix pendant tout le temps. Ben voilà, j'y étais, il fallait que j'y aille et c'était impensable pour Adrien et pour Faustin surtout de se dire non là écoute finalement ça me saoule, j'arrête quoi. C'était non, on a fait tout ça, j'ai trop donné pour arriver à là, je vais pas baisser. Enfin, ça donne une force en plus, ça c'est sûr. Vous êtes parce que comme si vous étiez ensemble en fait. Ouais, quelque part, ouais. Et c'est vrai que puis bon, là, on l'intègre à fond quoi. C'est sûr que il aimera peut-être pas ça et plus tard il va me dire mais pourquoi vous nous avez fait subir tant que ça. Mais c'est vrai qu'on le prend partout, il nous a suivis partout et c'est drôle parce que c'est là aussi qu'on voit l'impact que ça a, mais ils absorbent vachement. Avant la Corse, il a eu de la fièvre juste avant juste avant le départ, il était pas bien, il a été tendu alors qu'il est pas du tout comme ça d'habitude. Avant la hard rock, il m'a fait la même, avant la diag, il était pas bien et puis alors quelques jours après les courses là, il fallait était tout le temps collé à moi. Enfin, ils vivent quelque part, je pense que les émotions, l'intensité, la séparation aussi pendant l'effort, ça, ils en sont pas imperméables quoi. Et clairement, c'est fort aussi pour les enfants, je pense, de leur faire vivre des trucs comme ça. Alors après, peut-être qu'ils nous en voudront plus tard, mais L'avenir te le dira. c'est ça. Mais en tout cas, je sens que ça a quand même un petit impact sur lui quoi. Bon, j'imagine que toutes les expériences tous les trails ont leur particularité. Est-ce qu'il y a un moment préféré dans un trail ou des moments préférés dans un trail? C'est pas facile de répondre à ces questions. En fait, clairement, alors surtout sur du long, il y a des moments très durs, il y a des moments un peu d'euphorie. Donc c'est vrai que
et c'est pas, enfin, c'est difficile de les prévoir et de savoir à quel moment ça va être affreux et des fois ou quel moment ça va être incroyable. C'est vrai que c'est pas toujours l'arrivée qui est incroyable. S'il y a des moments, en fait, je sais pas, par exemple sur la hard rock, c'est vrai que il y a eu une portion où on monte à un sommet, où enfin, il y a le côté aussi, la dimension du paysage, en fait, à prendre en compte. Il y a des moments vraiment où on se sent tellement bien parce que physiquement ça va bien, c'est magnifique. Enfin, il y a plein de moments, en fait, qu'on savoure, et c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses. C'est un sport particulier parce que on va très loin dans l'effort. Il y a des moments où on est dans un mal-être absolu qui finalement on se dit mais pourquoi on se fait tant de mal? Mais pour aussi avoir des instants de ouais où je sais pas, on fait ça pour ça quoi. C'est, je sais pas, des levées de soleil, des moments où on se sent bien, on est coupé de tout, et ça c'est chouette. Puis après il y a les moments de partage aussi quand on arrive sur les ravitaux, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai quoi, quand on a été longtemps tout seul dans la pampa, où on a vu personne, où on a été dans le dur, et puis là on se retrouve où il y a nos proches, où il y a nos familles, nos amis, ça redonne des ailes. Il y a vraiment de tout. Après, chaque course, on en garde des souvenirs très durs, des souvenirs incroyables. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas dénudé d'émotions. Ça, c'est sûr. Ça passe par tous les états, je pense. Bah, ça s'entend même à ta voix quand tu le décris là, et ça se voit dans tes vidéos. On perçoit d'ailleurs une humilité très forte dans tes différents entretiens, et au point que tu as l'air complètement étonnée dans la Hard Rock 100 de te retrouver à courir aux côtés de Courtney Dollwater, qui est un monstre du trail féminin. Ça te fait quoi de courir parmi les plus grands du trail, dont tu fais partie d'ailleurs, même si t'es parfois un peu dans le déni, j'ai l'impression. Comment ça se passe? Ben, j'avoue que ouais, à la hard rock, ça a fait bizarre. Alors c'est particulier la hard rock. C'est vrai qu'au départ, on n'est pas nombreux par rapport aux autres trails. Bah, il y avait Courtney. C'est vrai qu'au début, on s'est retrouvés assez rapidement devant un petit groupe. Mais alors, c'était drôle parce que c'était vraiment, oh, on va partir. Alors, ça parlait anglais dans tous les sens, enfin américain très très marqué plutôt. Et oh, ça va être une belle journée, ça va être trop bien. Mais tout le monde partait sur un petit footing entre copains, quoi. Bon, après, la compète a commencé, et puis elle est très compétitrice en fait, Courtney. Mais se retrouver avec une grande dame comme ça, ouais, c'est fou. Mais c'est pas de la fausse modestie. C'est vrai que à la fois je suis un peu des fois je suis un peu je tente ça, j'ai un peu de folie, ouais, j'ai clairement de la folie où j'essaye sans trop de complexe, un peu mon côté aussi, aller faire un métier de mec avec mon petit gabarit. Et en fait, après coup, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça, c'est complètement fou. Mais ça a été le cas. Je me rappelle de mon premier skyrunning, c'était une Coupe du Monde aux Canaries. C'est la Transvulcania. Et c'est vrai qu'il y avait toutes les filles des magazines là qui étaient sur la ligne de départ. Moi, enfin, ça me paraissait fou d'être là. Et je me rappelle au tout début, j'ai doublé Anna Frost et Emily Frostberg, qui étaient les grands noms du début, quoi. Et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Et à la fois je me suis dit bon bah écoute, vas-y, de toute façon. Et ça a été un peu pareil pour Courtney, quand Courtney m'a dit mais vas-y Annelise, passe, t'es mieux que moi, vas-y. Et je me dis mais non, mais c'est n'importe quoi, t'es complètement débile de passer là. Et c'est fou. Après, je savais qu'elle allait me rattraper. Je savais que c'était ouais, c'était très culotté de le faire. Mais c'est quand même fou quand même enfin, je veux dire, Courtney, elle est pro. C'est la plus grande dame du trail, hein, en tout cas actuellement, et même pour l'instant, il n'y a pas eu grande. Enfin, en tout cas, là, elle fait des performances qui n'ont jamais été égalées jusqu'à présent. Et de se retrouver dans ses pas, ou encore pire, de se retrouver devant elle, c'est complètement fou, quoi. C'est ça aussi, de pouvoir le faire dans notre sport, parce que ça nous permet d'être sur la ligne de départ avec des grands noms comme ça, et c'est ça qui est chouette aussi, je trouve. Ça a toujours été, je fais vraiment marche arrière là, mais ça a toujours été la course à pied. T'as pratiqué d'autres sports aussi en parallèle? Alors, j'ai fait de l'équitation, mais Adrien, il dira que tant que c'est pas nous qui portons le poney, c'est pas du sport. Mais ouais, non, je faisais du cheval, c'est tout. Et après, je suis assez monosport pour le coup. Je suis assez très très nulle le reste.
heureusement, donc, quand on était à l'école, en cours de sport, il y avait toujours des sports d'endurance et des sports de ballon ou d'adresse, on va dire. Parce que les profs voyaient que je donnais de la bonne volonté sur le terrain, mais j'étais tellement nulle en sport de ballon ou alors le pire, c'était quoi? C'était du badminton. Je pense que j'étais dans le dernier terrain. Ils faisaient des terrains de niveau. Ouais, j'étais toujours dans le dernier. Mais bon, comme ils voyaient que je courais un peu pour attraper la balle, que je n'arrivais pas à attraper, ils mettaient quand même la moyenne. Non, je suis assez nulle en fait dans tous les autres sports. Donc ça me va bien de courir, mais quand il faut se servir de mes bras ou d'une stratégie de ballon, je suis absolument lamentable. Donc ouais, non. À poney de la course à pied, je suis assez monosport. D'accord, très clair. J'ai une question enfin deux questions même qui reviennent à finalement la comparaison entre ces deux métiers. Hein. Ce serait quoi tes moments préférés en pratique quand tu es sur le terrain en train d'exercer le métier de vétérinaire? Bah j'aime la rurale quoi. J'aime faire un village, j'aime l'adrénaline d'aller faire naître un veau. C'est bête mais c'est vrai. Après j'aime aussi beaucoup maintenant je fais de la mixte, hein, je fais de la canine aussi. J'adore la chire, j'adore le côté en fait ce que j'aime dans mon métier en plus de ce côté rural pur avec l'obstétrique qui me plaît beaucoup, mais j'aime notre métier n'a jamais il y a aucune journée qui se ressemble et c'est vrai que on touche à tout, on fait plein de choses, on va jusqu'au bout des diagnostics et c'est ça qui me plaît. Au-delà maintenant, j'ai grandi, j'ai vieilli, hein, j'exerce plus parce que j'aime les animaux, même si c'est vrai, j'aime les animaux, mais j'aime cette recherche permanente dans notre travail, cette absence de monotonie, c'est ça qui me plaît en fait dans notre quotidien quoi. C'est le fait d'aller se poser plein de questions sur des trucs qui peut-être n'ont pas besoin de se poser de questions, mais en tout cas nous on se les pose et d'aller au bout des diagnostics, de prendre un animal et d'avoir un diagnostic, de l'opérer derrière. Je trouve ça chouette, c'est ça que je trouve chouette dans notre métier en fait, c'est cette variété, cette approche où on touche à tout, et on fait un petit peu de tout et c'est ça qui me plaît. Et puis j'aime aussi mon côté rural pur où ouais, un village c'est toujours l'adrénaline et ça me plaît quoi. J'aime ça. Finalement des parallèles que tu peux faire avec le trail. La Peut-être, ouais, peut-être. variété, la découverte, l'adrénaline. C'est vrai. Le partage, parce que c'est pareil, on a un métier où il faut travailler en groupe et ça c'est hyper important. Et je pense aussi qu'on a de la chance d'avoir un boulot de partage de connaissances, d'entraide et c'est hyper important. Et je pense faut pas l'oublier. Des fois, on a des vétos qui sont un peu peut-être trop solitaires et qui veulent exercer seuls. Et je pense que c'est trop important en fait de le partager aussi. Donc finalement, il y a pas mal de choses qui se regroupent. Ouais. En tout cas, des valeurs fortes qu'il y a chez toi que tu retrouves dans tes deux métiers, c'est chouette. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des difficultés que tu as pu rencontrer, pareil, dans le métier de vétérinaire et aussi dans le métier de traileuse, et comment est-ce que tu les abordes ou tu as pu les aborder? Alors bon, dans notre métier de veto, je pense que c'est la complexité actuelle, c'est la gestion je pense des clients pénibles, de l'exigence de la clientèle aujourd'hui. On est un peu préservé en rural, quoique, mais bon, quand même, quand on fait la rurale, l'avantage, c'est qu'on connaît quand même nos éleveurs. On sait qu'il y en a qui sont pénibles, qui sont pas cool, qui sont exigeants, on le sait, mais globalement, on n'a pas trop de surprises. Je trouve, enfin, ce que j'ai du mal aujourd'hui et ce qu'on a du mal, je pense, tous, hein, c'est d'accepter l'exigence et qu'a la clientèle en canine. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus importante. Si on fait le parallèle avec le côté sportif aussi, c'est tout ce qui est jugement sur les réseaux, les avis, tout ce qui est commentaires assez en plus hypocrite parce que on n'a jamais en face, mais c'est plus par des avis Google pour la clinique ou par des. Alors après en côté trail, globalement, alors encore une fois, je ne vois pas tout et je sais très bien, mais je trouve que c'est assez bienveillant quand même pour la plupart.
Mais c'est vrai que dans notre métier, on est quand même exposé assez rapidement au mécontentement. Enfin, clairement, quand il y a du mécontentement, on est tout de suite visé. Chose que peut-être dans d'autres métiers, on est un peu plus protégé. Et je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus difficile là, au quotidien à gérer. Et puis voilà. Après, j'ai découvert d'autres choses aussi depuis que je suis associée. C'est sûr qu'il faut gérer une équipe, il faut gérer. Alors, on a de la chance, la clinique tourne bien, ça se passe bien, donc il y a moins ce côté difficultés économiques. Enfin voilà, ça pour le coup, on est une association, on est 4, on partage tout ça, et cette contrainte-là n'est pas trop lourde au quotidien. Par contre, ouais, la gestion des clients, là, et je pense que c'est un problème, une problématique de plus en plus importante dans notre métier, quoi. Et oui, clairement, on en est tous exposés, et je pense que c'est ce qui est le plus pénible au quotidien dans notre métier de vétérinaire. Comment vous les abordez, ça? Il y a des choses que vous mettez en place activement Quand clairement ça se passe mal avec quelqu'un, ou quand je sais pas, voilà, il y a pas longtemps, là, j'ai une de mes assistantes qui clairement a été visée, et pas nommée, mais assez facilement identifiable dans le commentaire. Mais c'est des avis Google à cause d'un mécontentement, mais en plus des bêtises. Un chat qui, suite à un détartrage, il y avait un peu de sang, elle en l'a rendu, il y avait du sang, la dame a été tout de suite bim, en sortant de la clinique, on reçoit des avis Google. Je pense que l'important, c'est déjà d'en parler entre nous, de se dégager un peu faut pas se dire, voilà, je suis toute seule à prendre le poids de ça. Il faut, justement, on est 4 associés, on est 8 à bosser ensemble, et quand ça touche quelqu'un, il faut le dire tout de suite. Mais et puis il faut essayer de relativiser, enfin, parce que des fois, c'est vrai que nous, ça nous paraît un peu absurde, mais bon, ça peut aller loin. Après, les gens sont de plus en plus procéduriers, donc ça peut aller loin. J'ai mon collègue qui s'est fait embêter parce que un chien soi-disant corgi, qui en fait était un croisé corgi border, s'est retrouvé après une castration avec une oreille qui est tombée. Ça a été hyper loin. Après, avec du recul, on se dit, mais c'est pas possible, mais les gens, où on va, quoi. Mais quand bien même, c'est lourd à supporter au quotidien, et je pense que c'est important, de le partager, ces difficultés, et puis deux, essayer de finalement relativiser un peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre du recul, et se dégager un peu de tout ça, parce que ça devient de plus en plus présent, et ça, c'est pas clairement nous en particulier. Je pense que ça, c'est un truc récurrent dans le contexte actuel, quoi. Est-ce que tu penses que toi personnellement, le fait que tu as vraiment beaucoup d'investissements dans les à côté, dans ta vie personnelle, comme tu l'as dit au début, est-ce que ça t'aide justement à prendre du recul par rapport à toutes ces choses? Peut-être, ouais, clairement. Et puis aussi, j'ai de la chance d'avoir d'avoir quelqu'un qui est en dehors du métier de veto. Parce que bon, clairement, hein, on est très veto, très copain veto, et on a vite un cercle exclusivement veto. Alors, ce qui est chouette, parce que c'est une petite famille, mais ça a ses limites aussi, où justement, je trouve que quand on est fermé dans un cercle veto, ben on n'a plus trop de recul sur tout ça. Et je pense que moi, là, mon principal allié pour ça, bah, c'est le fait que Adrien, mes amis proches, globalement, en dehors de mes amis vétos, bien sûr, bah, ne sont pas dans ce milieu-là. Et ça te permet aussi de relativiser, parce que franchement, de se prendre la tête pour une collerette, par exemple, franchement, finalement, avec du recul, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Et c'est vrai, ça a pas de sens. Et c'est dès l'instant qu'on a des gens qui nous le refont un peu clairement dire, et ça fait du bien, et c'est important. Et des fois, de s'enfermer un peu, mais bon, ça, moi, j'aurais pas rencontré Adrien, j'aurais été comme beaucoup à être très veto et exclusivement veto, et c'est comme ça qu'on tombe un petit peu dans ces travers où tout devient très compliqué à gérer. Et je trouve que c'est hyper important on a notre métier de veto, on a nos soucis de veto, mais des fois, il faut quand même bien les remettre dans leur contexte, et se dire finalement, bah, bon, la dame, elle est pas contente, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas très très grave, quoi. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir cette espèce d'échappatoire, de penser à autre chose, et qui nous permet de relativiser, d'avoir un peu de recul sur ça, quoi. Parlons d'échappatoire, projet 2024, l'UTMB, tintin, 170 km, 10 000 km de dénivelé positif. Bon, comment ça se prépare un événement pareil? En fait, maintenant, aujourd'hui, l'UTMB dans notre sport est devenu un peu comme le Tour de France en cyclisme, quoi. C'est devenu quand même l'événement à faire dans une carrière de trailer, je pense, en tout cas.
c'est l'événement international qui a le plus de poids. Et ça en est devenu même une sorte d'exigence de sponsor. En fait, clairement, maintenant, moi, dans mon contrat, il y a l'UTMB à cocher, ou du moins une course d'UTMB. Et c'est vrai que, notamment, pour Scott, hein, pour mon partenaire principal, c'est là, ils axent beaucoup de choses, que ce soit dans moyens de marketing, de com, de conception de produits sur ce projet-là. Donc c'est aussi une sorte de Graal dans la carrière sportive. Alors j'avoue que moi, à titre personnel, bien sûr c'est une belle course, bien sûr c'est parce qu'elle est vraiment chouette, quoi. J'ai fait la CCC qui est le 100 km. En fait c'est le même parcours sauf le début, les 70 km pour aller jusqu'à Courmayeur. Et elle est incroyable, elle est magnifique. On fait le tour de ce Mont Blanc là, elle est majestueuse, quoi. Elle est incroyable. Arrêter une carrière sans l'avoir fait, je pense que ça serait dommage. C'est vraiment quelque chose à cocher, c'est quelque chose à vivre, et je pense qu'intensément, une fois qu'on est dedans, ça doit être quelque chose de vraiment incroyable à vivre. Donc j'ai envie de le faire, j'ai envie de le préparer quand même du mieux que je peux, et puis donner le maximum, quoi. Donc ça sera le projet de l'année prochaine, ouais. Clairement, pour toutes ces raisons, c'est le gros projet de l'année prochaine, et ça sera, toute la prépa sera axée dessus, quoi. Si tu pouvais faire n'importe quel autre projet, tu ferais quoi alors? Là, en fait, très concrètement, je me donne encore 2 ans de compète assez intense, enfin, on va dire, d'essayer de réaliser ces projets. J'aimerais refaire la diagonale comme il faut. C'est vrai que l'année dernière, ça a été un peu de péché de gourmandise de vouloir cocher et le GR et la diagonale, parce que j'étais cuite. Et puis bon, il y a eu, c'est vrai que comme on en parlait avant, ma grossesse était aussi basée sur la prépa GR. J'ai eu mon bébé, on a enchaîné, et finalement j'ai peu eu de pause entre les deux, et ça a été dur finalement. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai demandé à mon corps? Et puis c'était 4 mois après la diagonale, et la diagonale a été vraiment un enfer. Donc j'aimerais la refaire, c'est une superbe course, c'est quelque chose qui a été vraiment chouette. J'aimerais la refaire comme il faut. Après, forcément, la Corse a donné des idées enfin, le fait de faire des projets off comme ça sur des records, c'est tellement fort et tellement incroyable que ça donne toujours des envies de recommencer, quoi. J'ai pas aujourd'hui d'autres projets aussi gros que la Corse, en termes de records, mais voilà, peut-être de refaire des petits défis comme on avait fait la traversée des Aravis, de le partager aussi avec des copains, de se faire des petits challenges comme ça donne envie. Après, c'est tellement lourd de préparation, d'investissement, qu'on peut pas faire ça tous les ans, et clairement, c'est vrai que c'est des très très gros projets. Mais voilà, une fois que j'aurai recouché l'UTMB et d'autres belles courses, et que je serai en pré-retraite, on va dire, si je peux parler comme ça, peut-être faire un petit défi, ça se tentera, quoi. Ça se tentera peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres projets très précis, quoi. Si ce n'est ces deux courses à faire, à essayer de faire correctement, et puis après on verra, quoi. Très clair. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes, peut-être en début de carrière véto, ou encore aux études, qui finalement se trouvent une affinité pour un sport et un potentiel pour devenir professionnel? Est-ce que tu leur donnerais des conseils en particulier? Déjà, il faut y croire, et je pense qu'il faut se donner, c'est pas parce que on s'est mis un objectif de carrière professionnelle que on doit tout s'interdire à côté. C'est sûr que veto particulièrement, ça demande un engagement dans les études, qui, c'est sûr, à part d'avoir des capacités hors normes, ça demande quand même beaucoup de travail, et ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est pas parce qu'on a consacré beaucoup de temps à ça qu'on doit tout s'interdire à côté, et loin de là. Et je pense que il faut croire en ses rêves, en ses objectifs, et rien s'interdire. Et je pense que tout est faisable. Voilà, tout est faisable. Moi, j'ai pris le choix de ne pas mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle, mais en soi, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi la possibilité de le faire, et il faut pas se l'interdire. Et justement, en plus, on a un métier qui nous permet, diplôme en poche, de l'avoir, ce diplôme, à vie finalement, et que si pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, on veut percer, je sais pas, dans le triathlon, dans la natation, dans le trail, dans d'autres sports, faut pas se l'interdire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour le trail, on a vraiment vu une évolution
avec une professionnalisation, comme on parlait au début, où maintenant les jeunes ont cette possibilité peut-être de vivre de leur sport, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Veto, médecin ou au contraire, enfin ou d'autres professions peut-être avec plus de temps libre, peu importe. Je pense que si on a envie, il faut le faire. Et puis si on veut garder notre métier et continuer une carrière sportive aussi, c'est tout à fait faisable. Même si ça demande pas mal d'engagement, tout est faisable. Il faut surtout pas se l'interdire. Là, c'est rigolo, mais j'ai une stagiaire, on a une stagiaire en tutoré qui est clairement passionnée de trail, qui a son entraîneur à côté. Du coup, je la prends avec moi entre midi et 2, elle est à fond, et puis elle voit très concrètement ce qu'on peut faire, quoi. Et je trouve ça génial. Il faut rien s'interdire, et clairement, tout est faisable, et il faut surtout pas se fermer des portes et avoir des regrets après. Et puis c'est ce qui est compliqué, c'est que de toute façon une carrière sportive généralement c'est pas à 40 ans qu'on peut la commencer, en tout cas c'est plus compliqué. Donc s'il y a des portes qui s'ouvrent à la fin des études ou pendant les études, il faut se dire faut les saisir et rien ne s'interdire, quoi. Et la petite Annelise Rousset qui sort de ses études de veto, si tu avais des conseils à lui donner, tu lui dirais quoi? Alors, j'ai commencé. C'est vrai que j'ai commencé tout de suite. Je suis sortie en 2013 là. J'ai commencé à bosser à Saint-Flour. Et alors c'est génial parce que professionnellement, moi je leur dois tout et clairement c'était trop bien. Peut-être que il faut justement quand on parlait d'essayer de concilier les deux, ça aurait peut-être été bien de dire un peu plus concrètement ce que je faisais à côté et pas de partir en loose day entre midi et 2 le soir à 20h à la frontale pour s'entraîner, parce que ça faisait une petite surcharge, quoi. C'était un petit peu intense. Donc voilà, je pense que c'est important. Maintenant, il y a plus de tabou justement à ce côté où, enfin en tout cas, s'il y a des tabous, c'est pas les bonnes personnes, et il faut expliquer que les gens doivent changer. Je pense que c'est important que on a le droit d'être veto, on a le droit d'avoir une vie à côté, que ce soit dans une passion, dans un sport, dans une famille. Il faut trouver le bon équilibre. Et peut-être que c'est vrai que moi, quand je suis sortie, j'étais un peu à vouloir, non, je fais veto, il y a rien à faire. Je faisais 3 gardes semaine, c'était n'importe quoi. Faut pas aller trop loin non plus, parce que je pense que j'étais un peu sur sur la lame de rasoir, et ça aurait pu basculer pas dans le bon sens, parce que il y avait trop de choses. Donc je pense que c'est important de faire ses choix, comme on disait, et tout est possible, tout est envisageable, mais il faut peut-être être un peu plus raisonnable que ce que comme j'ai pu l'être ma première année à vouloir faire une CCC et 3 gardes semaine avec 5 ou 6 jours par semaine. C'était un peu trop à Saint-Flour. mais voilà, après voilà, je pense qu'il faut juste être un peu plus raisonnable que ce que j'ai pu l'être. Mais après voilà, pour pas basculer du côté obscur. C'était de la peur, tu penses, de pas être à la hauteur du métier de veto pour des employeurs? Ouais, peut-être, en fait. Je voulais pas que ça prenne sur mon travail, vraiment pas. Et j'avais une sorte de timidité, de peut-être un peu de peur, ouais, mais je voulais pas en tout cas qu'ils se disent de toute façon elle pense qu'à courir et elle veut pas s'investir. Ce qui est bête, mais c'est vrai que je l'avais un peu en tête, et je voulais pas qu'on ait cette opinion de moi, et du coup j'en parlais pas. Après c'était un défaut de moi aussi, hein. C'est que clairement j'en parlais pas trop, quoi. Enfin en tout cas ils avaient clairement pas conscience de ce que ça pouvait représenter, quoi. Après c'est bête, hein, mais même encore il y a la clinique où pourtant là ils savent, hein, que je cours tous les jours, mais je sais pas s'ils ont vraiment conscience très concrètement de l'engagement que ça peut représenter, quoi. C'est pas évident de la part de collègues qui courent pas à côté, qui font pas forcément, enfin qui si, mais à leur en façon loisir, quoi. Les gens se rendent pas forcément compte de tout l'à côté, quoi. Ils voient la course, forcément, ils voient l'investissement que ça demande sur le jour J, mais tout ce que ça demande en amont, je sais pas si clairement les gens en ont vraiment conscience, mais ça il faut quand même le dire, il faut sans que ça empiète trop sur le travail, parce que voilà. Mais il faut se préserver aussi, quoi. Et peut-être pas, moi j'étais peut-être un peu trop
un peu trop têtu à vouloir tout faire, et faut pas non plus faut faire prendre conscience à ses collègues et à son entourage que on a besoin des deux, on a besoin de s'investir dans autre chose que veto, et c'est pas pour ça qu'on fera pas son métier correctement, mais faut se protéger peut-être un peu plus que ce que je n'ai pu le faire, quoi. Très bien, merci beaucoup pour ces sages paroles. Alors, est-ce qu'il y a, on a couvert plein de choses et j'aurais sans doute des tas de questions encore à te poser. Mais est-ce que toi, tu aurais quelque chose, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, si ce n'est ça, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre, mais ça, quel que soit, voilà, dans notre profession tout particulièrement, et puis, mais c'est valable dans tout plein de domaines, quoi. Je pense que il faut se faire plaisir, savoir rien renoncer en fait, et avoir, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a des objectifs, il faut essayer de les accomplir. Je pense qu'il faut pas avoir de regrets, quoi. C'est juste ça, peut-être, c'est tout. Très bien, merci. Alors, on sait maintenant que pour te contacter, il faut passer par ton agent. Est-ce que si des personnes veulent te contacter, est-ce qu'ils peuvent le faire? Et si oui, quel est le meilleur média? Oui, il y a pas de souci. Alors, bien par les réseaux, il y a pas de problème. C'est juste que souvent il l'a vu avant moi, mais donc tout ce qui est message un petit peu bizarre, il le supprimera. Non, mais après, bien sûr, par les réseaux, il y a pas de problème. Après, je suis pas sur LinkedIn, des trucs comme ça, plus professionnels. C'est vrai que j'y suis pas. Mais par les réseaux, il y a tout à fait possibilité de communiquer par les réseaux, ou par mail aussi. Bon, super. Écoute, je te remercie beaucoup, Anne-Lise, pour ce super entretien, du temps que tu nous as trouvé parmi ton entraînement, ton petit Faustin et ton métier. Donc merci beaucoup pour ça, et bonne chance surtout dans tous tes projets pour l'UTMB. On te suivra de très près au mois d'août l'année prochaine. Ouais, août. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.